Bonjour, aujourd'hui, on enfile notre casquette de journaliste d'investigation pour s'attaquer à une des stratégies les plus pernicieuses qui soit, le négationnisme. Et pour ça, on va prendre un cas d'étude précis, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. L'idée, c'est vraiment de démonter, pièce par pièce, la mécanique du mensonge, pour comprendre au final comment la vérité arrive à se frayer un chemin. Alors, cette phrase est absolument centrale pour notre enquête. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que le déni, le négationnisme, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive après. Non, c'est une partie intégrante du crime lui-même. C'est une stratégie qui est pensée, planifiée et qui se met en place bien avant les massacres. Le but, c'est d'effacer les victimes une seconde fois, en effaçant la mémoire même de ce qu'elles ont subi. Voilà le programme de notre enquête, en 6 temps. On va d'abord poser le décor avec le crime et le mensonge qui l'entourent. Puis, on va définir nos termes, c'est essentiel. Ensuite, on cherchera à savoir qui sont les architectes du déni, comment ils s'y prennent avec leur rhétorique, par quels canaux ils diffusent leur haine, et pour finir, on verra comment on peut contrer tout ça avec ce qu'on pourrait appeler la négation de la négation. Allez, on commence notre investigation. Et on part d'un paradoxe. Un paradoxe qui est vraiment au cœur du problème. Comment un crime aussi énorme, aussi documenté, peut-il encore aujourd'hui faire l'objet d'un déni? 1 million. C'est le chiffre quasi inconcevable du nombre de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En à peine 100 jours, en 1994. Et attention, on ne parle pas ici de violence spontanée ou d'un accident de l'histoire. Non. Toutes les sources le confirment. C'était un projet systématique et planifié de destruction d'un groupe humain. C'est vraiment la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Parce qu'il faut être clair, on n'est pas face à une simple autre opinion. Non, on est face à une campagne de désinformation organisée, une véritable entreprise de falsification de l'histoire, dont le but est de détruire les preuves et de semer le doute partout où c'est possible. Bon, avant de démonter un mensonge, la première chose à faire, c'est de bien poser les bases de la vérité. Et pour ça, il faut être précis sur les mots qu'on emploie. C'est un peu la règle numéro 1 de toute enquête sérieuse. On définit les termes. Alors, le mot génocide. Juridiquement, sa définition date de 1948. Et il y a un mot qui change absolument tout dans cette définition, c'est le mot intention. L'intention de détruire un groupe. Ce n'est donc pas qu'une question de chiffres, de nombre de morts, c'est la preuve d'une volonté planifiée d'extermination. Et c'est exactement là-dessus que les négationnistes vont concentrer toutes leurs attaques. Attention, ici, il y a un piège sémantique à éviter absolument. Il faut bien distinguer révisionnisme et négationnisme. Un historien, son travail, c'est d'être révisionniste, c'est-à-dire de constamment réexaminer le passé avec de nouvelles preuves, de nouvelles perspectives. Le négationniste, lui, c'est un imposteur. Il se fait passer pour un historien, mais son but n'est pas de comprendre. Son but est de mentir, de nier, de détruire la vérité. Ok, maintenant qu'on a posé le cadre, passons à la question du qui. Qui sont ces gens, ces groupes, ces institutions qui fabriquent et qui diffusent le discours négationniste? Et là, on se rend compte que le réseau il est bien plus large qu'on ne pourrait le penser. Évidemment, il y a les auteurs du génocide eux-mêmes, leurs complices, leurs sympathisants. Leur but est simple, échapper à la justice. Mais ça ne s'arrête pas là. On trouve aussi des États, des institutions qui, pour masquer leur inaction à l'époque, ou pire, leur complicité, vont entretenir le flou. On trouve aussi certains cercles intellectuels ou universitaires où l'idéologie prend le pas sur les faits. Et puis bien sûr, il y a des relais au sein de la diaspora rwandaise et aussi des médias qui, par manque de rigueur ou par parti pris, finissent par donner une tribune à ces mensonges. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. Après le qui, le comment. Comment ce mensonge est-il construit? Quelles sont les techniques, les arguments qu'ils utilisent pour tordre la réalité? C'est une sorte de manuel avec des arguments récurrents. Regardez bien, chaque argument a une fonction bien précise. Quand ils disent c'était une guerre civile, le but est de noyer le poisson, de diluer la nature spécifique du crime. Quand ils parlent de colère spontanée, hop, ils font disparaître toute l'idée de planification. L'autodéfense, ça c'est la technique la plus perverse. On inverse complètement les rôles, la victime devient le bourreau. Et enfin, l'argument ultime du double génocide, qui vise à créer une fausse équivalence pour que tout le monde ait l'air un peu coupable et finalement personne ne le soit vraiment. Et tout ça suit une progression assez classique en 4 étapes. D'abord, on instille le doute, on questionne les faits les plus établis. Ensuite, on minimise. Oui, il y a eu des morts, mais pas autant qu'on le dit. Troisième étape, on relativise le crime en le comparant à d'autres choses. Et l'étape finale, la plus terrible, c'est l'inversion. Les bourreaux se présentent comme les véritables victimes. Cette citation résume parfaitement cette stratégie finale. C'est vraiment la clé de voûte de leur discours.
Le but ultime, ce n'est même plus de nier les faits, c'est de les réécrire complètement pour voler aux victimes leur statut de victime. C'est l'aboutissement de leur démarche. Accuser ceux qui ont été massacrés d'être les vrais coupables, c'est la seconde mort qu'on leur inflige. Un mensonge, même bien construit, ne sert à rien s'il n'est pas diffusé. L'étape suivante de notre enquête est donc logique. On va s'intéresser aux canaux de diffusion. Comment ces théories voyagent, comment elles se propagent et comment ça a changé avec le temps. Les vecteurs de la haine, ils se sont modernisés, en quelque sorte. En 1994, l'arme principale, c'était la radio, la fameuse radio des 1000 collines, qui crachait des appels au meurtre. Puis, dans les années 2000, avec Internet, on a vu fleurir des sites, des forums, des blogs qui ont créé de véritables bulles négationnistes, notamment dans la diaspora. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, qui permettent de diffuser ces mensonges à une vitesse et à une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée. Et attention, le déni ne passe pas seulement par des mots, il passe aussi par des actes très concrets. Quand on assassine un témoin pour l'empêcher de parler, c'est un acte de négation. Quand on fait pression sur les survivants pour créer une sorte de solidarité du silence, c'est aussi un acte de négation. Et même refuser de participer aux commémorations, c'est une façon de nier la mémoire et la douleur des autres. On arrive maintenant au dénouement de notre enquête. Face à cette machine à mentir si bien huilée, quelle est la réponse? Quelle est l'arme la plus efficace, la réfutation ultime? Eh bien, la réponse se trouve en partie dans le droit. Il y a ce concept un peu technique mais passionnant, le langage du droit est performatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un juge déclare que tel crime est un génocide, il ne fait pas que le décrire, il crée une réalité juridique. Il ne donne pas une opinion, il établit un fait légal. Il nomme des coupables, il reconnaît officiellement des victimes, son mot à force de loi. Et c'est là qu'on arrive à cette formule très forte. Le jugement devient la négation de la négation. C'est la réponse la plus solide, la plus officielle à tout le discours négationniste. Chaque verdict, qui s'appuie sur des mois, voire des années d'enquête, de preuves, de témoignages, vient poser une pierre sur l'édifice de la vérité. Et c'est un édifice très difficile à détruire pour les menteurs. En fait, pour que la vérité tienne debout, elle a besoin de 3 piliers qui se soutiennent mutuellement. Il y a la justice, qui grave la vérité dans le marbre de la loi. Il y a l'histoire, avec le travail méticuleux des chercheurs qui nous donnent les faits, le contexte. Et puis il y a la mémoire, la parole des survivants, qui est absolument essentielle pour préserver le côté humain de la tragédie. Et ce combat pour la vérité, c'est un effort de tous les instants, un effort collectif. Ça passe par les verdicts de justice, bien sûr, mais aussi par la recherche historique, la collecte des témoignages, les commémorations publiques et quelque chose de crucial aujourd'hui, l'éducation aux médias pour apprendre à déceler les manipulations. C'est vraiment l'affaire de tous. Alors, si on devait résumer notre enquête, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, le déni, ce n'est pas une opinion, c'est une stratégie. Deuxièmement, cette stratégie suit un manuel, des tactiques qu'on peut identifier et prédire. Troisièmement, les outils changent avec la technologie, mais le but reste le même. Et enfin, quatrièmement, face à tout ça, la justice et les faits qu'elle établit restent notre rempart le plus solide. On va se quitter sur une dernière question, une question un peu plus philosophique. La vérité, au fond, est-ce qu'elle a besoin d'un verdict de justice pour être vraie ou est-ce que le verdict ne fait que la reconnaître officiellement? C'est toute la question du rapport entre les faits bruts, la reconnaissance légale et la mémoire qu'on en garde collectivement. Une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir mené cette enquête avec nous.